Pour lancer le débat, je viens de rencontrer un migrant soudanais. L'homme est depuis 6 mois à Bruxelles. Il a 34 ans, sa profession au Soudan, chauffeur. Il a fui le Darfour où il était persécuté, m'a-t-il expliqué. Contrairement à la NVA et à Theo Franken, il ne croit pas, lui, qu'un abri en dur à Bruxelles attirerait davantage de migrants chez nous. Une rencontre rendue possible par Stéphanie Gomens et Nathan Squares. On écoute, puis on en découvre. Dans notre pays, nous avions des maisons, mais ce n'est pas pour trouver de quoi nous loger que nous avons quitté le Soudan. Je cherche avant tout une terre d'accueil et je ne la choisis pas en fonction d'un bâtiment dans lequel je pourrais dormir. Si Bruxelles met un bâtiment à votre disposition, plus de Soudanais viendront en Belgique, pensez-vous ? Je ne pense pas que ça fera une différence parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de Soudanais qui arrivent en Belgique. Et donc un bâtiment ne changerait rien. Bonjour Sylthio Van Acter, vous êtes député bruxelloise NVA, c'est votre première sur RTL, hein, merci pour cela. Vous êtes multidiplômé en droit, politique internationale à Louvain, Paris, Bologne, Washington. Vous êtes aussi la belle-fille du ministre-président flamand et NVA comme vous, Geert Bourgeois. Bienvenue Didier Gauzoin, ministre bruxellois, compétent notamment pour la santé. Vous êtes aussi bourgmestre en titre d'Auderghem, vous êtes très remonté par la NVA. On parlera aussi en fin de débat, je vous lis déjà un peu du viaduc Herman de Brou qui passe par chez vous. Je pense que beaucoup de gens attendent aussi qu'on parle de cela. Je vous salue Vincent De Wolf, chef de groupe MR au Parlement bruxellois, bourgmestre d'Etterbeek. Avec vous, il se passe toujours quelque chose. Bonjour Nabil Moujaïd, vous êtes professeur de français à Bruxelles. Vous êtes en pause carrière pour vous occuper des migrants du parc Maximilien. Et à ce propos, une aventure rocambolesque vient de vous arriver. On en parle aussi. Christophe Giltet rehausse encore un peu ce plateau de rêve. Madame Van Acter, pourquoi la NVA ne souhaite pas qu'on aménage un bâtiment en dur, gare du Nord à Bruxelles, pour accueillir ces migrants en transit? Ouais, c'est très clair, la NVA ne veut pas un deuxième Calais à Bruxelles. Nous sommes vraiment d'avis que si on ouvre un accueil dur à Bruxelles, que ça va attirer beaucoup plus d'immigrants illégaux. Parce que ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Là, si on est un demandeur d'asile, on est dans un accueil, donc on a un lit. Il n'y a pas de souci là-bas. Mais ce sont des gens qui veulent aller en Angleterre, qui ne veulent pas rester ici. Alors on ne veut pas créer un hub sur la ligne Libye, Italie, Bruxelles, Angleterre, ici à Bruxelles. Oui, enfin, le migrant que j'ai interrogé me disait non, il n'y aura pas plus de Soudanais qui viendront parce que de toute façon, si on voulait avoir un abri en dur, on serait resté chez nous, on avait une maison chez nous, on ne serait pas venu ici. Que répondez-vous à ça? Vous ne le croyez pas? Je crois que l'Office des étrangers connaît très bien la situation, qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et si eux, ils disent, si le gouvernement fédéral dit que ça va attirer les illégaux, je pense qu'ils savent ce qu'ils disent. Donc non, là je crois... Voilà. Pour vous, c'est très clair, donc pas question. Monsieur Gauzoin, vous êtes ministre bruxellois, vous êtes aussi en charge de la santé. Pour vous, pas d'abri pour les migrants, vous l'avez dit dans la presse ce week-end, c'est tout simplement une honte. Vous savez... Début septembre, nous descendons sur le terrain, les équipes de médecins de la région, et qu'est-ce qu'on constate? Cas de tuberculose et une épidémie de gale, plus toute une série de déficits sanitaires. On avertit les autorités fédérales, on ne répond pas. Finalement, à notre demande, l'ensemble des autorités de ce pays, en ce compris fait d'asile, les services fédéraux, publient le 12 septembre cette note. Et que dit cette note? Je vais le lire en français parce que je ne sais pas pourquoi c'est en anglais. La situation n'est pas encore une crise de santé publique, mais bien une responsabilité humanitaire pour la Belgique de donner des soins aux personnes vulnérables. Les risques de contagion, tout type de maladie, est présent au sein des groupes de migrants et de sans-abri qui occupent les mêmes lieux, mais que le risque est faible à l'égard de la population en général. Il est néanmoins recommandé que les agents qui opèrent auprès des migrants et bénévoles aussi, fassent un état de leur couverture vaccinale. Les actions recommandées sont de dépister systématiquement les maladies contagieuses, dont la tuberculose, et donner les traitements adaptés, de vacciner les migrants contre la varicelle, la rougeole et la polio, d'organiser un accès à des sanitaires, de vérifier la couverture vaccinale des bénévoles et agents qui travaillent avec les migrants. Donc il y a un problème majeur, c'est ça que vous nous dites. Oui, et donc... Et ça vient de cette note, pour le répéter? Le 12 septembre, envoyé à M. Franken,
à M. Michel. Et elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle est signée par qui? Le risque assessment vient du fédéral. D'accord. Du fédéral, de l'Institut de santé publique. Okay. Et qu'est-ce que nous disons? Il y a des problèmes de santé publique, il faut au moins nous donner les moyens pour aider les gens. Je vous pose il faut du dur, par ailleurs? Il faut un abri en dur? Question. Si, en vous levant le matin, mesdames, messieurs, vous voyez quelqu'un qui gît sous votre porte, blessé ou malade, vous le jetez à coups de balai ou vous lui apportez des soins? Et vous lui donnez un abri en dur, pour être très clair. Vous le souhaitez? Pensez-vous qu'on puisse vacciner et suivre des gens qui sont l'objet d'une épidémie de gale en les laissant dans la nature et en les éparpillant? Car ils ne sont, c'est vrai, plus au parc Maximilien, mais ils se trouvent au tunnel rue des vétérinaires, ils se trouvent à la gare du Midi, ils se trouvent dans les parcs publics. Donc ce qu'il faut, c'est des infrastructures et qu'on soit à la hauteur de nos obligations internationales. La Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25, nous oblige à donner les soins. Et ça n'est pas la politique de la migration. La politique de la migration, c'est la NVA et l'EMR qui en sont responsables. Mais qu'à tout le moins, on nous donne les moyens de faire notre travail. Et vous dites donc là, c'est pas le cas, c'est une honte. Monsieur De Waal, vous pensez que la NVA devrait mettre de l'eau dans son vin? Vous êtes au fédéral avec eux? Je pense que M. Gossuin parle avec habileté, mais on mélange deux dossiers. Hein? Bon. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne d'abord la question de faut-il créer un hébergement fixe et permanent? Oui. C'est la première question qui est posée. M. Gossuin dit oui. Je dis très rapidement, la Belgique est un État qui a toujours eu une tradition d'accueil, une tradition d'asile, une tradition de respect par rapport aux personnes en difficulté ou en danger. Cette tradition n'est pas modifiée. Non, mais ça, c'est pas la question. Oui, mais si, c'est la question, parce qu'on a donné plus de visas humanitaires cette année-ci que tout le gouvernement d'Irupo il y a quelques années. Oui, mais enfin, il y a une centaine de personnes dans la nature, j'en ai rencontré un. Laissez-moi terminer. Il est clair que M. Vervoort a pris cette décision tout seul, que le gouvernement n'a pas pris de décision d'ouvrir un bâtiment aujourd'hui. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc on parle de quoi? On parle d'un ministre-président qui lance une idée. Il n'est pas soutenu aujourd'hui par son gouvernement. Et pourquoi? M. Gossuin le soutient quand même, on l'entend. Non, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision du gouvernement. Problème de santé publique. Attendez, je vais répondre. Mais c'est d'accord qu'il n'y a pas de décision de gouvernement? Faux. Il y a une décision du gouvernement. Bien sûr. Mais bien entendu, elle est ici. Elle est ici, c'est moi-même qui l'ai présentée avec M. Van Engel. Elle a été présentée il y a 15 jours. J'ai eu la réponse de M. Van Engel. Suite à quoi nous avons écrit. Mais c'est quoi la décision? La décision, c'est qu'il faut un abri en dur. Je vais vous la lire. De donner instruction au service du Collège réuni de poursuivre les recherches des moyens pour en priorité la mise en œuvre du dépistage tuberculose et pour les mesures sanitaires améliorant les conditions d'hygiène et luttant contre la propagation de la gale. C'est pas un abri en dur. D'adresser un courrier au nom du Collège réuni au Premier ministre pour réitérer la demande d'ouverture d'un centre d'accueil et d'hébergement pour raisons humanitaires. Donc il y a un abri en dur, c'est demandé, c'est très clair. Il n'y a pas de décision du gouvernement. J'ai demandé à l'OPVLD. Un à la fois, s'il vous plaît. Point 2. Sur l'aspect humanitaire, ce que dit M. Gossuin, qui a beau s'énerver, est inexact. Ouais. Ah bon? Inexact dans la mesure où le Premier ministre a créé depuis 2 mois un groupe qui suit avec les 2 communes, avec la région, avec la COCOM et avec la communauté française et les communautés flamandes, la situation sanitaire. Madame De Broek, à la demande du Premier ministre, a renvoyé des équipes sur place. On a un rapport qui date du 19 septembre qui dit qu'il n'y a pas de risque d'épidémie, que la situation est sous contrôle, officiel du fédéral, que Bruxelles capitale et publiez-le. Pourquoi est-ce qu'il faut ça? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas parler calmement d'une situation? On n'a pas de leçon à recevoir de M. Gossuin. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Il y a un bâtiment qui aujourd'hui héberge pour des consultations avec Médecins du Monde les personnes qui doivent être aidées. Et ça suffit à votre sens. Et on va demander à Nabil. Et je dis que les choses sont faites comme elles doivent. Ça suffit selon vous, Nabil? Ça m'étonne parce qu'il n'y a pas de bâtiment. Vous êtes avec les migrants tous les jours. Je ne suis pas pratiquement tous les jours avec les migrants. Déjà, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il y en a plein en fait, qui voudraient demander l'asile, mais à cause de la procédure Dublin, à cause de l'accueil, à cause de l'hospitalité. Dublin, ça veut dire que s'ils demandent l'asile ici, on les renvoie vers le pays où ils ont déjà demandé l'asile au début. Ils n'ont pas réellement demandé l'asile. Non, il y en a plein qui demandent. Heureusement. Non, heureusement. Donc il y a une permanence juridique qui se tient à proximité du parc. Il y a des avocats qui viennent même sur le parc. Il y a d'autres ONG, Caritas, le CIRE, etc. qui viennent. D'asile aussi. J'en ai pas encore vu. On va pas faire la liste des organisations. D'accord. Ils viennent et il y en a
y en a de plus en plus qui viennent. Malheureusement, il y a certaines... Mais il faudrait un abri en dur, il faudrait un abri en dur, au moins pour les raisons humanitaires. Et vous dites, il n'y a pas de problème. Par exemple, en ce moment, on a une épidémie de varicelle avec des adultes. J'en suis peut-être à mon 25e cas en un peu plus d'un mois. Et il n'y a aucun moment, je veux dire, ça a été traité. Donc, qu'en pensent les téléspectateurs, membres de notre panel qui commentent chaque semaine l'actualité? Voici notre liégeoise préférée, Marcel. Son cœur balance entre générosité et crainte. Et Christophe passera juste après. Si je devais aller à Bruxelles, à la gare du Nord, j'aurais peur de prendre un train le soir. Il ne dit pas qu'il m'agresserait. Et que ce sont des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien. Donc, il dit, est-ce qu'ils vont m'agresser pour prendre mon sac? Moi, je suis pour un bâtiment, pour eux. Et que ce soit géré. Qu'on sache quand même les personnes qui se trouvent ici. Mais qu'on ait un œil sur eux, qu'on leur donne quand même de la nourriture. Qu'est-ce que ça peut faire de nourrir les 200 personnes dans un bâtiment? Voilà, Christophe. Et puis, bien sûr, chacun répondra. Alors moi, on voit bien le débat. Hein. Personne ne souhaite évidemment que ces gens meurent de maladie dans les parcs de Bruxelles. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais la crainte qu'il y ait un Calais à Bruxelles revient régulièrement. Moi, c'est pas le camp de Calais, à quoi ça me fait penser ça. C'est le camp de Grande-Sainte, qui est près de Dunkerque. D'ailleurs, j'ai demandé qu'on sorte quelques images, on va peut-être les voir maintenant. Or, au camp de Grande-Sainte, qui était géré entre autres par Médecins du Monde, l'idée c'était ça. C'était pas d'avoir un immense bidonville comme à Calais, qui n'était pas vraiment géré et qui a finalement été démantelé quasiment par la force. Mais d'avoir une structure gérée avec des ONG, un peu comme les camps de réfugiés dans les pays du tiers-monde. Alors je sais bien, on n'est pas un pays du tiers-monde, on n'est pas à la frontière entre la Syrie et la Jordanie. Et pour soigner les gens, le Liban. par exemple. Mais voilà, pour soigner les gens, les accueillir et éventuellement, effectivement, leur apporter l'assistance juridique qui permet de faire le tri entre ceux qui peuvent demander l'asile, ceux qui l'obtiennent, etc. Mais là, laisser une situation comme ça, sans organisation. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas autour de la table un représentant d'une des ONG, genre Médecins du Monde, qui pourrait nous parler concrètement. Oui, mais vraiment concrètement. Témoignage se trouve dans cette oui, je pense qu'il y a peut-être une solution intermédiaire qui permettrait de sortir de cette situation. Alors, est-ce que c'est la solution? Effectivement, un dispensaire où les gens pourraient peut-être loger quand même, en tout cas quand ils sont en difficulté. Est-ce que c'est pas une situation intermédiaire qui pourrait vous convenir, Madame Lacter? Mais c'est clair qu'il y a une misère humaine. Mais la vraie misère, ce sont les trafiquants d'êtres humains. Il fallait vous parler d'autre chose. Ici, les gens, ils arrivent ici, ils ne pensent pas aux trafiquants. Mais ils viennent ici avec les trafiquants et c'est eux qui donnent des manches de ce sort. Oui, mais aussi l'autre question que c'était pas clair, c'est pas juste que le gouvernement de COCOM a décidé d'avoir un abri. J'ai demandé à l'OPVLD Bruxelles. Ils ont dit non, on n'a pas décidé parce que le ministère de Santé a dit que c'était pas nécessaire d'avoir un abri. La note. L'OPVLD qui est dans la majorité à Bruxelles. Qui est la majorité. Parce que je leur ai envoyé un tweet, ils m'ont dit directement que c'était... Oui, j'ai vu la note, j'ai même mis la note sur non, tweet. tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y en avait pas, maintenant vous l'aviez vu. Il n'y a pas d'accord. Mais si, non, ils vont demander le ministère... Mais il est ministre, M. Gozouin est quand même dans le gouvernement. Et le Premier ministre a reçu un courrier avec ce rapport de fait. De toute façon, l'OPVLD qui est dans votre gouvernement, OPVLD Bruxelles, parce qu'il y a parfois deux OPVLD, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec. On veut une réponse aux problèmes sanitaires de santé. On va en terminer là et on va regarder les notes. En tout cas, ce qui effraie beaucoup les migrants, c'est bien sûr une possible expulsion. Jusqu'ici, aucun Soudanais n'était renvoyé, mais la police belge, très présente au parc Maximilien, intervient souvent. Elle embarque régulièrement des migrants considérés comme illégaux. Monsieur Moudjahid, vous avez filmé une de ces interventions et ceci s'est passé. Si, en fait, j'ai le droit de filmer. À votre place, je ne ferai pas ça. À votre place, je ne toucherai pas mon téléphone. Non, à votre place, vous pouvez excuser. Non. Tu dis arrête. Non. Ouais. À votre place, vous pouvez arrêter de me pousser, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter de me pousser? Je demande d'arrêter de filmer. La grande nervosité, ça on le voit aussi, et c'est vrai que tout ça ne participe pas à un climat serein. M. Moudjahid. Malheureusement non. Et juste pour répondre à madame, vous parliez des trafiquants. Vous savez que depuis qu'il y a toutes ces opérations policières qui viennent pratiquement quotidiennement, il y a plus de trafic parce qu'ils sont tellement effrayés, ils ont tellement peur de rester ici, parce qu'en fait ils sont arrêtés une fois, deux fois, trois fois. On les met dans des centres fermés. On les met dans des centres fermés, ou alors ils passent un jour, 2 jours au commissariat ou au cachot. Ils sont relâchés.
ils en ont tellement marre que systématiquement, en fait, ils essayent de plus en plus d'aller vers l'Angleterre parce qu'ils trouvent que la Belgique n'est plus la terre d'accueil. On ne peut pas rester ici en illégalité. Il faut ou demander asile ou retourner. Il y a pas, on ne peut pas avoir des milliers de... C'est ça la misère. Être en misère. C'est ça la misère, d'être en illégalité. Mais ça fait combien de mois que ça dure? Il faut demander l'asile. Commencer avec nous. Il faut les expulser tous, madame la faut ceux qui ont droit à l'asile, il faut vraiment demander. Et il faut soigner toute personne qui est en problème de santé. Mais ça, c'est clair, il faut soigner. Faites-le. Faites-le. Voilà. Il faut soigner, mais pas avec un bâtiment en dur, c'est ça que vous nous dites. C'est ça. Comment peut-on On termine et puis on passe à être clair. Il y a l'hébergement, il y a les soins. Voilà. Sur l'hébergement, la décision de M. Vervoort, et je répète, il n'y a pas de décision de gouvernement, elle n'est pas acceptable et elle est extrêmement dangereuse dans le sens qu'elle va encourager des personnes à venir en grande quantité sur Bruxelles pour partir vers l'Angleterre. Et on va avoir alors des problèmes d'hygiène, des problèmes de santé qu'on n'arrivera plus comme à Calais à gérer. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Pourquoi? Parce que ces personnes aujourd'hui, ce ne sont pas des sans-papiers, ce ne sont pas des gens qui sont ici depuis des années, ce ne sont pas des gens qui veulent demander l'établissement en Belgique ou l'asile, ils veulent partir et ils sont en transit. En ce qui concerne les soins, le gouvernement fédéral est tout à fait d'accord d'assurer. Mais si, il y avait une réunion vendredi passé, le 6 octobre. La région n'était même pas là. Mais non. Il y avait. Mais non. Enfin, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous dis, la région n'est même pas venue. Une réunion de coordination vendredi qui avait cet objet. Pour refuser. Écoutez, là, c'est inexact, monsieur Gossoin. Je crois qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord là-dessus. Un dernier mot, parce que ça concerne énormément nos téléspectateurs, ceux qui viennent de Namur, ceux qui viennent du Brabant wallon et qui vont arriver à Bruxelles demain. Le fameux viaduc Herman de Broo, il passe en partie par Oderghem, votre commune, plus qu'en partie. Qu'est-ce qu'il en est? Donc un problème de stabilité. On parle d'un rétablissement jeudi. Est-ce qu'on est sûr que ce viaduc va être rétabli pour jeudi? Bien entendu non, puisqu'il faut qu'il y ait des analyses mécaniques pour vérifier s'il n'y a pas de problème de stabilité. Mais dès le moment où il y a un risque, il est normal qu'on le ferme. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Et donc attendons les analyses mécaniques de l'Université de Liège pour prendre un diagnostic. À terme, c'est clair que ce type d'ouvrage n'a plus sa place dans la ville, mais on ne va pas non plus, comme demande d'aucuns, tout démolir maintenant. Il faut faire ça avec méthode et avec raison. Mais donc ça pourrait être bien au-delà de jeudi, à vous entendre. On est peut-être parti pour des mois. Écoutez, c'est possible? J'ai reçu s'il y a des problèmes graves de stabilité. Qui va prendre la responsabilité d'ouvrir? Qui va prendre la décision d'ouvrir cet ouvrage d'art. Donc, bien entendu qu'il faut prendre toutes les mesures de précaution. Donc, on est peut-être parti pour longtemps. Et ce sont les ingénieurs qui décideront. C'est scandaleux parce qu'en mars 2016, dans la commission de tunnels, j'avais fait acter et décider qu'il fallait faire un audit, pas seulement des tunnels, mais aussi des ouvrages d'art, des ponts et des viaducs. C'est ce que nous avons fait. Depuis un an et demi, depuis un an, il y avait moyen de se parler sans interrompre. Mais parce qu'il ne faut pas dire des contre-vérités. Je dis simplement, j'étais en commission d'infrastructure, vous pas, lundi dernier. J'ai interrogé le ministre, avez-vous fait un audit sur les ponts et les tunnels et les viaducs? Il m'a dit oui. Et ceux qui ont cru qu'il y avait des problèmes vont déchanter. Dans un mois, je vous démontrerai qu'il n'y a absolument aucune difficulté dans les viaducs et dans les... Et manifestement, il s'est trompé. Il n'a pas été fait. Le ministre s'est trompé, il était trop optimiste. Il était trop optimiste comme gestion. Mais donc, effectivement, nous avons fait cette étude. Vous reconnaissez qu'il s'est trompé? Il a probablement, par optimisme, cru que c'était... Parce que le premier rapport était bon. On a été à l'intérieur des structures, enfin, quand je dis les experts, et conclu qu'il y a un danger de stabilité. Et donc, ça n'est pas une erreur du politique. Il faut prendre nos responsabilités eu égard à ce risque de stabilité. Un exemple de mauvaise gestion, selon vous Oui, les ponts et les tunnels, c'est un exemple de mauvaise gestion. En fait, j'ai aussi demandé lundi au ministre Smet qu'est-ce qu'il y a avec les ponts, l'état des ponts. On demande les questions, on fait notre travail. Il dit, oui, on a inspecté tous les ponts et tout va bien. Alors, c'est une surprise d'entendre ça. Donc, M. Smet doit quand même un peu... Il faut toujours être prudent. Ce sont des ouvrages qui ont été hérités du fédéral de 1973. Et on peut se poser la question. Que vous n'avez jamais entretenu depuis. Et on fait d'ailleurs... On termine, il nous reste 10 secondes. Ça fait 15 ans qu'on est au et vous avez eu cette compétence comme ministre des Travaux publics. Je sens qu'on en reparlera aussi la semaine prochaine. Merci beaucoup, Olivier.